Nous allons accueillir maintenant le professeur de Konecq qui traitera de l'expérience affective. Alors, est-il nécessaire de le présenter? Je le ferai pourtant. Alors, Thomas de Konecq, professeur et titulaire de la chaire La philosophie dans le monde actuel à l'Université Laval à Québec, ancien doyen de cette faculté de philosophie. Le professeur de Konecq est membre de l'Ordre du Canada et de la Société royale du Canada, ainsi qu'officier dans l'Ordre des Palmes académiques de France. Il a beaucoup publié, notamment De la dignité humaine aux presses universitaires de France en 1995, prix La Bruyère de l'Académie française. Il a publié aussi La nouvelle ignorance et le problème de la culture, toujours aux mêmes éditions en 2001, Philosophie de l'éducation, essai sur le devenir humain, Aristote, l'intelligence et Dieu en 2008 et Questions ultimes, presse Université d'Ottawa en 2012, prix du livre de l'Association canadienne de philosophie en 2013. Donc, sans plus tarder, professeur de Konecq, merci d'être là. Merci beaucoup, Luc, merci beaucoup. Si le son n'est pas bon, il faut me le dire, s'il vous plaît. Voilà, l'expérience affective. Alors, j'ai divisé mon exposé en 3 parties. D'abord, l'affectivité, deuxièmement, l'enfant, et troisièmement, une brève conclusion. Donc, d'abord, l'affectivité. Le développement humain n'est pas possible sans identification, sans des éducateurs adultes des 2 sexes, à commencer par un père et une mère, comme la psychologie des profondeurs ne cesse de nous le rappeler. Ce serait une illusion de croire que nos identités personnelles ne se forgeraient qu'en une sorte de monologue solitaire, alors que l'interaction avec d'autres, à coup de dialogues externes et internes, souvent de lutte, est cruciale. La conversation avec nos parents, père et mère, avec tels de nos amis ou ennemis, frères et sœurs, bien sûr, se poursuit en nous jusqu'à la fin de nos vies. Gadamer, que Mathieu vient de citer, parle excellemment de l'entretien illimité que nous sommes. Nous sommes un entretien illimité. Découvrir à quel point la constitution de notre moi intime aura été affectée par de telles relations d'échange précises, spéciales, avec autrui, hommes et femmes, aide à mieux saisir la portée de l'enracinement dans une culture. L'une des questions majeures posées par l'ethnologie concerne ce que l'on a appelé justement, je cite, l'altérité essentielle ou intime. L'altérité essentielle ou intime. Dont les représentations dans les systèmes qu'étudie l'ethnologie en situent, ici je cite l'anthropologue Marc Auger, en situe la nécessité au cœur même de l'individualité, interdisant du même coup de dissocier la question de l'identité collective de celle de l'identité individuelle. Fin de la citation. Nous existons dans la réciprocité, en particulier dans le langage, dont on vient justement de parler très bien, Mathieu, et aussi dans la discussion après coup. En particulier dans le langage, figure par excellence de la culture, et cette dialogique grâce à laquelle l'identité de chacune et chacun de nous s'élabore et se transforme tout au long de l'existence, passe par le langage des arts, des gestes, de l'amour, le partage des joies et des peines. C'est bien ce que veut dire au moins en partie le célèbre mot du poète allemand Hölderlin, Dichter ist wohnt der Mensch. C'est poétiquement que l'homme habite. Le premier lieu que nous habitons, qu'il nous est impossible de jamais quitter, c'est nous-mêmes. Comme l'ont bien fait ressortir de grands philosophes contemporains, tels Michel Henry et Jean Ladrière, dire que l'être humain habite poétiquement, comme le fait donc Hölderlin, c'est rappeler que la ville de l'enfance n'est pas tant ce lieu concret où nous avons habité que cette seule ville où toujours nous habitons, qui est dans notre imagination et dans notre cœur, peuplée de tous ceux et celles que nous aimons, de ceux et celles aussi qui ont veillé sur nous et qui nous ont quittés,
dont le visage est effacé, mais la présence demeure, et les paroles et le sourire. La ville qui compte pour nous, c'est celle que nous portons en nous. C'est le lieu où l'on a découvert la beauté, l'universel, la fragilité et la puissance de la vie, la fuite du temps, ses promesses, la tristesse, le désenchantement, l'insensé, la joie, l'amour, la vie du sens se construisant dans une approximation permanente. Le sentiment ne se manifeste pas sous la forme d'une représentation, d'une idée, mais plutôt comme une épreuve concrète. Il est toujours et nécessairement tel sentiment particulier, la joie, telle joie, la tristesse, telle tristesse, la peur, telle peur, avec par suite une tonalité qui n'est que de lui et qui ne peut se saisir que dans le moment même où on l'éprouve. La tristesse n'est pas, si on veut, le monde, mais une modalité de ma présence à moi-même où le monde apparaît comme triste, d'abord et essentiellement parce que je suis triste. Tant et si bien que si je me reçois ainsi à tout instant dans ma contingence même, tant et si bien que je me reçois ainsi à tout instant dans ma contingence même, la vie n'est pas présente devant nous, le soi est affectivité, il est possible d'être affecté par lui-même, il s'éprouve dans le sentiment, le soi s'éprouve dans le sentiment. À cet égard, nous le voyons donc, notre être est essentiellement passif, c'est ce que connote le mot affectivité, capacité d'être affecté. Ça, c'est capital. Il s'agit en même temps d'une ouverture, d'un dépassement, d'une disposition à subir, à recevoir le monde même. Mais en même temps, et du même coup, c'est la révélation de l'existence. Notre moi n'est pas donné d'un seul coup, et comme l'écrit très bien Jean Ladrière, le moi est une suite mélodique d'états affectifs. Pas une sommation d'instants discontinus, mais plutôt un enchaînement fondu, continu. Semblablement, lorsqu'on analyse un visage, on ne le saisit plus, ainsi que l'a rappelé Lévinas, qu'on se met à détailler le front, etc. Le visage se révèle à la manière d'une mélodie, où chaque moment exprime un tout, qui n'est aucunement une addition de parties, mais une manifestation progressive de soi. De même, pour la perception d'une personne, qui est celle d'une présence où se livre la vie elle-même, la vie même, porteuse de possibilités infinies. Le visage, la mélodie et la vie sont, en d'autres termes, des tout dynamiques. Chaque personne a une essence, une figure unique, incomparable, non pas intelligible, mais affective. Dans cet ordre d'expérience, tout comprendre est affectif, pour citer une formule bien connue du grand philosophe Michel Henry dans son livre majeur sur l'affectivité qui s'intitule « L'essence de la manifestation ». Tout comprendre est affectif. Aussi peut-on définir l'affectivité dans les termes suivants, et j'emprunte cette définition à Michel Henry justement. Ce qui se sent, sans que ce soit par l'intermédiaire d'un sens, est dans son essence affectivité. Fin de la citation. Ce qui se sent, c'est-à-dire ce qui s'éprouve, se subit. Mais il ne s'agit pas ici d'une passivité comme celle de la perception sensorielle, par exemple, je suis affecté par la couleur du mur, etc., ou par la résistance de la table. Donc c'est une passivité, c'est pas de passivité dans ce sens-là. Lorsque nous tendons l'oreille, par exemple, pour recevoir des sons qui nous viennent d'ailleurs, c'est une passivité sensorielle, notre oreille reçoit alors l'autre préalablement à distance de soi. Par exemple, lorsque j'écoute les commentaires judicieux du fils de Gaël et Charles. Voilà. Oh, c'est ça. C'est plutôt une passivité dans le sentiment. Dans le sentiment, au contraire, il y a une auto-affection. Je m'affecte moi-même. Une relation que le sujet entretient avec soi-même sans médiation et sans altérité. Et je cite encore Michel Henry, c'est l'amour, bien plutôt, ou l'ennui,
c'est le sentiment lui-même qui se reçoit et s'éprouve lui-même, de telle manière que cette capacité de se recevoir, de s'éprouver soi-même, d'être affecté par soi, constitue précisément ce qu'il y a d'affectif en lui et ce qui fait de lui un sentiment. L'affectivité comme telle n'est jamais sensible, au sens donc de passivité par rapport à quelque chose d'externe. Or, il y a une variété pratiquement infinie de tonalités affectives. La langue maternelle, on vient justement d'en parler, et Mathieu en a très bien parlé déjà, la langue maternelle permet à chacune et chacun de participer aux communautés familiales, nationales et humaines. Elle est notre premier accès au logos, dans tous les sens du terme, donc parole, etc., mais raison également. Notre affectivité engage, elle, notre être tout entier, qui ne peut croître et s'épanouir sans l'approfondissement de nos relations avec nos proches, à l'intérieur de la famille et de la nation, cette grande communauté d'humains unis par des liens divers qu'est la nation, mais avant tout précisément par la culture. Et comme a été très bien question de la culture tout à l'heure, ça devrait être encore plus clair. La prise de conscience du degré d'intimité, d'immanence à soi que nous vaut notre affectivité et du caractère profondément dynamique de celle-ci fait deviner la place capitale qui revient à l'affectivité dans l'éducation et la culture. Elle est essentielle pour comprendre en même temps l'importance si grande dès lors des arts dans l'éducation. Nous nous construisons dans la relation, dans la communication, le logos et la culture en ce sens. La nostalgie de pouvoir communiquer à fond et authentiquement semble démontrer, quand on ne peut pas communiquer, quand on est frustré, semble démontrer que nous sommes faits pour communiquer et aimer, ce qui implique de notre part la reconnaissance de l'autre, du différent, de l'irréductible, mais aussi qu'on ait quelque chose à dire à quelqu'un, quelque chose qui naisse par conséquent de l'intérieur, ce qui suppose à son tour qu'on connaisse sa propre identité, qu'on se comprenne un peu et s'accueille soi-même. Qu'est-ce que c'est en somme vraiment que communiquer avec tous ces magnifiques gadgets que nous avons, instruments, outils pour communiquer? Est-ce que c'est de la véritable communication? Qu'est-ce que c'est que communiquer? C'est ce que je viens d'essayer de résumer. Et justement, bien des formes de parole ne sont pas une vraie communication parce qu'elles émanent d'un vide. Ainsi, cette foison croissante d'informations immédiates et donc médiocres que l'on jette aussitôt, d'ailleurs, certes, mais qui noie et étouffe les mémoires. La communication implique d'une certaine façon la personne qui communique, le risque de la confiance à autrui, à ce qui échappe. Il n'existe pas une façon de communiquer purement abstraite. L'enfer de la non-communication, de la solitude ainsi entendue, doit faire entrevoir que la communication humaine a une valeur, une signification, un poids, bien au-delà de tout ce que l'on imagine, qu'elle est à la fois formidable et fragile, la communication humaine, beaucoup plus délicate, riche, constructive ou destructrice qu'il n'apparaît à la surface. La véritable communication n'est possible qu'en des communautés humaines concrètes. Toute forme de nationalisme exacerbé, de racisme et d'intolérance s'inscrit en faux contre cela. C'est l'être humain lui-même, ce que le poète René Char appelle le prodige de la vie humaine, qui est toujours le fait premier et fondamental. L'esprit humain vit en lui-même grâce à des contenus qui ne sont accessibles qu'à lui et qui n'ont signification que pour lui. Par cette vie qui lui est intérieure, il peut s'exprimer à l'extérieur et s'objectiver en des œuvres, donnant ainsi un témoignage particulier de l'humanité. Tout un chacun, d'une certaine manière, vit de la culture et baigne dans la sphère culturelle de son temps et de sa nation. L'œuvre culturelle la plus grande n'est cependant aucune de ces œuvres ou créations, mais bien plutôt l'être humain lui-même. À mesure que le temps de la communication implose,
de nos jours, dans une diffusion instantanée, les repères spatiaux ne comptent plus guère. L'espace s'y est peu à peu émancipé des contraintes naturelles du corps humain. L'annulation des distances spatio-temporelles prive de leur signification et de leurs forces identitaires les territoires auxquels les humains continuent à être attachés. L'altérité qui résiste, solide, dont on puisse se saisir, disparaît. L'autre peut toucher. Aussi longtemps que l'autre est un objet, il n'est jamais vraiment autre, mais plutôt une chose dans ma représentation, dans ma conscience, et c'est toujours du même. L'autre n'est toujours du même dans l'abstraction. Donc nous avons vu comment nous nous constituons au contraire dans la relation de préférence dans une communication authentique, où il y a risque, confiance à ce qui échappe, comme nous disions, découverte de soi dans la reconnaissance accordée par l'autre. Loin qu'il y ait alors perte de soi, elle est tout à l'opposé gain, enrichissement, comme on le voit le mieux en l'amitié authentique et dans l'amour. Dans l'amitié authentique, forme idéale de communauté humaine, Gaël va certainement en parler magnifiquement tout à l'heure, dans l'amitié authentique, forme idéale de communauté humaine, l'autre est un autre soi, selon la très belle formule bien connue d'Aristote dans ses différents traités sur l'amitié. La solidarité humaine s'établit dans un nous, NOUS, où chacun porte en soi la figure de l'autre, cet autre-ci, en même temps que la sienne propre. Je vis la vie de mon ami, dans l'amitié proprement dite, l'amitié de bienveillance. C'est assez dire donc l'importance de la connaissance de soi, de l'affectivité, de la découverte de l'ipséité, l'identité au sens profond du terme, du qui suis-je, qu'il convient d'éveiller au plus tôt chez l'enfant. Du respect en même temps dès lors de qui est l'autre, de cet autre chaque fois absolument unique au monde, comme cet ami qui est un autre soi, mais donc toujours également un autre soi, avec qui la communication n'est possible que dans le respect de cette altérité indépassable. Il est vraiment autre. Voilà. Deuxième partie, deuxième développement, l'enfant. Donc c'est un certain nombre de rappels que j'ai fait là. Maintenant, l'enfant. L'enfant, chacun de nous, a de bonnes chances d'être ce philosophe, cet artiste, ce savant, trop vite étouffé souvent, refoulé par les adultes autour de lui, repoussé par une éducation qui n'a pas voulu honorer ses premières questions, vitales entre toutes la plupart du temps, sous l'emprise d'une rectitude politique ou l'autre, d'un attachement étroit à l'immédiat comme à une valeur ultime, ou d'un affairement perpétuel, on risque de l'emmurer dans une quotidienneté où tout va de soi. Et pourtant, l'existence elle-même va-t-elle de soi? Le fait de voir ou d'entendre, d'imaginer, de penser, d'aimer vont-ils de soi? Rien ne va de soi, ni ne peut aller de soi pour qui s'arrête à réfléchir. Le monde où nous sommes est extraordinaire, extraordinairement beau, et l'humain encore davantage, ainsi que ne laisse pas d'en témoigner les grands artistes qui tentent sans cesse de le créer à neuf comme pour mieux nous le faire éprouver et pressentir à la fois. Et comme le disait le philosophe Wittgenstein, le beau est ce qui rend heureux. La métaphore de Mozart assassiné, qui clôt l'ouvrage d'Antoine de Saint-Exupéry qui s'intitule « Terre des hommes », pour résumer les effets d'une culture pourrie, Mozart assassiné, n'est pas excessive, cette métaphore n'est pas excessive, puisqu'il s'agit de ce qui fait sens, de ce qui donne le goût de vivre une vie humaine, du désir de dépassement, de la soif d'apprendre, de comprendre, de contempler. Les effets d'une culture pourrie tuent tout ça. Tuer l'émerveillement et tuer tout ce que nous avons chacune et chacun de plus déterminant en nous et de meilleur. Le souffle même de vie qui donne sens, ou à tout le moins permet d'en chercher un, et qui est l'esprit, qui veut dire souffle, de toute manière. Aussi, l'on doit se préoccuper au plus haut point de la culture et ne pas se leurrer.
une culture dominée par la distraction et l'insignifiance, par des savoirs fragmentaires ignorants de leurs limites et par la technoscience, empêche l'accès à soi-même, au devenir proprement humain. Or, toutes les attitudes originelles de l'enfance naissent au sein de l'échange d'amour entre la mère et l'enfant. Que l'on embrasse avant de s'endormir et qui résume le monde, écrit encore Saint-Exupéry, l'enfant que l'on embrasse avant de s'endormir et qui résume le monde. L'enfant veut partager parce qu'il a lui-même fait l'expérience du partage du don. À vrai dire, entre le donateur et le don, il n'a pas à faire de distinction, puisqu'au sein de sa mère, mais aussi dans tout ce qu'il reçoit par ailleurs, lui et elle ne fait qu'un. Si dans sa faiblesse, l'enfant a droit à des soins, seul l'amour peut y répondre pleinement. Ce droit va donc au-delà de la dimension juridique et n'est satisfait qu'à travers un libre don que l'enfant ne réalise que dans le lien d'amour très concret à ses parents. Toute désunion ne peut couvrir des plaies dans son cœur. C'est dire à quel point notre monde originel est intérieurement menacé par une peur qui peut frapper jusqu'au fond du cœur, un peu comme pour un enfant qui, dans la cohue, se sent brusquement abandonné et sans recours. Mais voyons ce qu'il en est aujourd'hui, où ce qui semble préoccuper avant tout les parents, c'est l'intelligence. Et là, je vais indiquer un certain nombre de faits scientifiques qui augmentent encore dans un discours un peu différent, mais qui augmentent encore notre perception de la situation concrète qui est en péril, qui est toujours en péril. Donc, les parents, l'intelligence, que puis-je faire, demande-t-il, en vue du développement intellectuel de mon enfant, intellectuel. Or, les neurosciences confirment ce que l'expérience commune avait depuis longtemps pressenti. Par-delà les déterminismes du génome humain, le développement du cerveau et de l'esprit dépend en grande part de la première éducation. Parler aux enfants, leur chanter des chansons, les caresser, éveiller leur attention visuelle, leur donner des jouets de formes et couleurs diverses, tout cela contribue de manière indispensable à façonner jusqu'à leur cerveau. Plus est grande la diversité des stimulations sensorielles, mieux se construiront, et je cite ici le biologiste belge Christian de Duve, mieux se construiront, citation, les innombrables circuits neuronaux qui sous-tendent l'épanouissement de la vie mentale. Fin de citation. Priver l'enfant au niveau sensoriel enraye son développement psychique et intellectuel. Le développement des sens commence en réalité dès le fœtus et se poursuit chez le nouveau-né. Dans cette série d'études anglophones, These Elliott Early Intelligence, etc. S'il y en a qui veulent les références, je vous les donnerai avec plaisir. Donc, déjà le fœtus est sensible au sûr, à la mer et au sucré, voire aux odeurs, de l'ail par exemple. Le nouveau-né discerne d'emblée entre les visages et les objets, préférant du reste les visages. En quelques heures à peine, il se sera constitué une représentation du visage de sa mère, dont il saura vite imiter les mimiques faciales. Et ici, je cite Susan Carey dans un article dans le TLS Times Supplement, où elle écrit en traduction française « Ce que nous voyons dans le berceau, c'est le plus grand esprit qui ait jamais existé, la plus puissante machine à apprendre dans l'univers. » Enfin, la plasticité neuronale, c'est bien établi, est à son meilleur jusqu'à 11 ans. Après 11 ans, elle diminue. La capacité donc d'apprendre est à son plus fort dans la plus tendre enfance. Et on ignore beaucoup trop cela, je crois. Un jeune enfant peut être à l'aise en 3 ou 4 langues. Il se constate évidemment dans les circonstances favorables, entouré de gens qui parlent ces différentes langues, mais il peut apprendre 3 ou 4 langues très bien en même temps. Il est en vérité apte à 1000 autres prodiges d'apprentissage. La plasticité neurale est inversement proportionnelle à l'âge et commence à diminuer vers 10 ou 11 ans.
Le cerveau humain possède environ 100 milliards de neurones ou cellules nerveuses, et le cerveau du bébé contient déjà la plupart de ces 100 milliards. C'est pas rien quand même, de neurones. Ces neurones croîtront, mais ce qui change surtout, ce sont les circuits reliant ces cellules entre elles, dont la complexité dépend de l'activité et de l'expérience. On est en mesure aujourd'hui d'examiner de près les cellules du cerveau dès les débuts de leur développement dans l'embryon. Bien avant la naissance, les cellules du cerveau envoient des signaux les unes aux autres. Après la naissance, sous le flot d'informations provenant de tous les organes des sens, elles continuent de tenter d'établir des connexions entre elles. C'est ainsi que se constituent les synapses, tout le monde connaît en principe, c'est-à-dire les connexions entre axones et dendrites. Le nombre de synapses, mesuré indirectement par l'énergie dépensée, le métabolisme du glucose dans le cerveau, donne une idée approximative des progrès du cerveau d'un bébé. Or, ce qu'on sait maintenant, c'est que les cerveaux des enfants sont beaucoup plus occupés que les nôtres. À 3 mois, les zones du cerveau impliquées dans la vision, l'audition et le toucher consomment une quantité croissante de glucose qui atteint le niveau pleinement adulte vers 2 ans. Le cerveau de l'enfant de 3 ans est 2 fois plus actif que le cerveau d'un adulte. À la naissance, c'est une citation de 3 auteurs, dont je pourrais vous donner le nom, mais c'est traduit de l'anglais. À la naissance, chaque neurone du cortex cérébral possède environ 2500 synapses. Le nombre de synapses atteint son sommet à l'âge de 2 ou 3 ans, où il y a à peu près 15 000 synapses par neurone. On a dit 100 milliards de neurones, 15 000 par neurone, synapses. Beaucoup plus en somme que dans un cerveau adulte. Après quoi, donc, après ces 3 ans, après quoi le nombre de synapses va diminuant tout au long de la vie. Les enfants au stade préscolaire ont des cerveaux qui sont littéralement plus actifs, plus connectés et beaucoup plus flexibles que les nôtres, écrit Liz Elliott dans un livre qui s'intitule Early Intelligence. Le sens du toucher mérite une mention toute spéciale, car il joue un rôle particulièrement puissant dans le développement d'ensemble du cerveau. Il semble désormais bien établi que l'expérience du toucher est essentielle au développement cognitif tout entier et point seulement à celui de la sensibilité tactile. Tout ce qui augmente la diversité des stimulations du toucher chez un bébé est susceptible d'améliorer un grand nombre d'aspects du développement cérébral et mental. Le toucher est le tout premier sens qui se manifeste, et ce n'est pas étonnant. Les embryons d'à peine 5 semaines et demie après la conception éprouvent le toucher aux lèvres et au nez, puis cette sensibilité tactile s'étend rapidement au reste du corps. À la 12e semaine, la surface quasiment entière du corps réagit au toucher. Pendant longtemps, toutefois, elle demeure plus grande dans le visage. Même à l'âge de 5 ans, le toucher des enfants sera plus sensible au visage qu'aux mains. C'est, on le sait, en vertu de la finesse de notre toucher et par voie de conséquence du goût, nullement par l'acuité de nos yeux ou de nos oreilles, encore moins par celle de notre odorat, que nous excellons parmi les animaux. L'homme est nu, etc. Le toucher joue un rôle immense, beaucoup plus grand que chez aucune autre espèce. Cette finesse du toucher est en relation directe avec l'intelligence. L'exemple insigne est bien entendu celui de la main. L'esclave, j'ai ici des citations de Valérie, dans un très beau discours que Valérie avait fait au chirurgien. L'étymologie, c'est kairos. Kairos, c'est la main. On est chirurgien, donc c'est vraiment un très bel exemple de la main. L'esclave, écrivait Paul Valéry, l'esclave enrichit son maître et ne se borne pas à lui obéir. Il suffit pour démontrer, le maître étant l'intelligence et l'esclave la main, il suffit pour démontrer cette réciprocité de service, de considérer que notre vocabulaire le plus abstrait est peuplé de termes qui sont indispensables à l'intelligence, mais qui n'ont pu lui être fournis que par les actes ou les fonctions les plus simples de la main. Maître, regardez, c'est vraiment frappant quand même.
mettre, prendre, saisir, placer, tenir, poser, et voilà, synthèse, hein, mettre ensemble, thésis en grec, mettre ensemble, thèse, synthèse, thèse, hypothèse, supposition, position, compréhension, prendre, apprendre, addition, se rapporte à donner, comme il ajoute, addition se rapporte à donner comme multiplication et complexité à plier, complexité, hein, plier. Pourquoi cette constante? À quoi s'ajoute, se joint cette assurance singulière qu'engendre en nous la sensation de toucher? Le réaliste veut autant que possible toucher, palper, comme Thomas l'apôtre, comme chacun sait. Le toucher dans la perception de soi, du corps propre, comme subsistant par soi. Je m'éprouve par le toucher. C'est le sens du réel, du concret. Comme subsistant par soi et distinct des autres, un jusqu'en ses parties. Ma main, par exemple, comme m'appartenant. C'est le sens aussi de la substance, c'est le sens ainsi de la substance. Il est aussi sens de l'intériorité. Si merveilleuse qu'elle soit, la vue ne dépasse pas la surface des choses. Elle ne la dépasse qu'à la condition que ces choses soient transparentes. Le toucher permet, quant à lui, de les pénétrer en quelque sorte, tout en percevant leur surface. Il fournit l'impression d'espace rempli, comme lorsqu'on plonge sa main dans un bol d'eau. Il perçoit les battements du cœur, ausculter, sonder. Le plus passif des sens, c'est à lui qu'est liée la douleur physique, hein, on le sait assez. Le toucher est le sens de l'expérience, et partant celui de la sympathie. Sympatheia signifie pâtir avec, participer à la souffrance d'eux. Nous en tirons les notions de tact. Magnifique le mot tact, avoir le tact, le doigté dans les relations humaines. Être touché, je suis touché par ce que vous avez dit, c'est la sensibilité même, être touché. L'être humain tout entier participe d'une dépendance foncière par rapport à ce sens modeste, nocturne, confus, tâtonnant. Si je ne vois rien dans la nuit, je ne peux que tâtonner en même temps. Le sens du goût, dont l'acuité est liée à celle du toucher, n'est rien moins que le sens de la sagesse, sapientia, rappelez-vous le mot latin, sagesse renvoie à sapere, qui veut dire goûter, discerner, goûter. Parce qu'il est celui d'un ordre, le sens du goût, et de distinction intimement éprouvée, d'où l'expression le sel de la sagesse. À ce qui précède s'ajoute la loi universelle, depuis longtemps observée et combien fondamentale, encore que trop souvent oubliée, selon laquelle ce qui est connu en premier lieu est toujours ce que nous affectionnons davantage, comme l'observaient déjà les anciens Grecs. On ne saurait exagérer à cet égard l'impact affectif du toucher, du contact tendre et amoureux, qui devrait être encore plus évident que son impact sur le développement cognitif, donc à la fois de toucher, comme vous venez de le voir, à la fois pour le développement intellectuel, mais encore de façon beaucoup plus évidente du point de vue affectif, étant donné que le toucher, plus que tout autre sens, influe si directement sur le cerveau des jeunes enfants, il est clair qu'il offre le meilleur moyen de favoriser leur premier épanouissement, à la fois affectif et intellectuel. Et enfin, une brève conclusion. Il y a donc lieu de mettre vivement en question la négligence dont sont victimes tant d'enfants au tout début de leur vie. Lowes Thomas, le grand médecin, biologiste américain, avait raison d'y insister, je le cite, « Ce que nous ne cessons d'oublier, c'est le stupéfiant, énorme, unique pouvoir du cerveau d'un jeune enfant, sans équivalent plus tard dans la vie, pour apprendre. » Fin de citation. L'expérience qui dépasse toutes les autres en importance dans le façonnement de l'esprit d'un jeune enfant est celle de l'affection et du respect prodigués par les parents, les mères tout particulièrement. Quand elle lui manque, qu'elle lui a été retirée, cette affection, la société a intérêt pour elle-même et pour son propre avenir à trouver des solutions de remplacement. Les problèmes éducatifs gigantesques de nos sociétés iront de cul-de-sac en cul-de-sac
si nous ne parvenons pas à trouver le moyen de lui assurer cette affection et ce respect, nuit et jour, dès l'époque préscolaire et bien avant la maternelle. Faute de quoi, les réformes les plus essentielles aux différents niveaux du monde éducatif sont appelées à demeurer nulles et non avenues pour des générations de jeunes que ces carences auront livrées à l'évasion dans les drogues dures et douces et les formes les plus désespérées de violence. Alice Miller a bien montré comment, à force d'empêcher l'enfant de manifester ses émotions, on lui enlève toute volonté personnelle. En détachant l'homme de ses sentiments, on l'empêche d'être lui-même. Or, le manque de confiance en soi est la pire des infirmités pour la vie à venir, de l'esprit comme du cœur. L'image de soi résulte en majeure partie de la reconnaissance ou de l'absence de reconnaissance par autrui. L'enfant est forcément dépendant au départ et ignorant. Mais il faut en outre que cette confiance en soi trouve une base rationnelle. Le jeune doit pouvoir découvrir ce qu'il sait le mieux faire, quels sont ses véritables talents, ne pas se laisser trop vite convaincre qu'il n'est pas apte à ceci ou cela. Un échec ne saurait suffire à le décourager. Par exemple, en mathématiques, où la faute est si fréquemment due à un mauvais enseignement. Un éducateur de valeur peut ici réparer les méfaits d'un autre. De même, l'effort répété peut parvenir à corriger la source de l'échec, et une première réussite peut provoquer de nouveaux départs. Comme le disait bien le philosophe français Alain, il n'y a point d'expérience qui élève mieux un homme que la découverte d'un plaisir supérieur qu'il aurait toujours ignoré s'il n'avait point pris d'abord un peu de peine. Fin de citation. La culture narcissique dans laquelle nous sommes, en faisant éprouver des besoins qui ne sont pas nôtres, nous éloigne de nos véritables besoins et de nos véritables désirs dont dépend notre bonheur. Seule la satisfaction des désirs réels, de nos désirs les plus profonds pour commencer, peut rendre heureux. L'affectivité a beau être cette dimension la plus fondamentale de notre être, qui nous engage tout entier, elle n'en demeure pas moins indéterminée au départ de la vie, comme l'est aussi l'intelligence. Cette indétermination initiale de ces deux aspects les plus essentiels de notre être humain nous distingue de façon radicale des autres animaux. Toute éducation responsable doit par suite tenir compte de cette indétermination, avant toute chose, à commencer par celle de l'affectivité. Merci. Merci, professeur de Koninck. Merci. Le hasard, qui n'existe pas, semble-t-il, a voulu que ces dernières semaines, en lisant l'essai de Matthieu, auquel vous avez contribué, je lise cette phrase, tout juste avant de m'endormir, qui m'a vraiment porté, qui m'habite depuis ce temps et qui est parfaitement en lien avec ce que vous venez d'évoquer. On devient soi par l'autre. On devient soi par l'autre. J'ai envie de vous poser la première question, en lien avec votre conclusion. La société moderne n'est-elle pas triste parce que individualiste, vous avez dit narcissique, parce que rupture relationnelle, rupture familiale, etc.? Elle n'est-elle pas triste parce que... Elle est rupture relationnelle, rupture familiale. Ça joue certainement un rôle absolument capital, oui. Mais alors, il faudrait que je répète toute la conférence. Non, mais ça veut dire que votre question va droit à l'essentiel, absolument. Merci. En fait, vous êtes en train de dire que vous êtes d'accord, quoi. Merci. Comment vas-tu? Oui, bonjour, Robert Cournoyer. Ce que j'ai bien compris de votre exposé, c'est que l'être humain se construit par rapport à l'autre, par rapport à ses relations aux autres.
Donc, il y a son moi, son identification à lui-même. C'est une première phase. Mais est-ce qu'il y aurait une seconde phase où justement le moi ou le je est appelé à une oblation, justement, par rapport à l'autre? Oui. Il se construit à la fois à partir du rapport à soi et du rapport à l'autre. Les deux sont fondamentaux. Et quand j'insiste sur l'affectivité comme quelque chose qui est passif, on est affecté par... et que toute la vie affective, c'est une vie qui s'éprouve. La meilleure analogie, Gaël connaît ça encore bien mieux que moi, mais la meilleure analogie se trouve, qui met ça au clair, c'est cette thèse d'Aristote dans son traité sur l'amitié, qui revient là-dessus dans ses traités sur l'amitié. L'origine de l'amitié, c'est l'amour de soi. Aime ton prochain comme toi-même, dit un précepte célèbre. Il faut s'aimer soi-même pour pouvoir. Alors je veux pour mon ami, celle ou celui que j'aime vraiment, là, je veux le meilleur, qui sera le meilleur pour moi aussi. Toutes les valeurs auxquelles j'attache le plus d'importance, toute ma conception du bonheur pour moi-même, je la transpose à mon ami. Donc, le rapport à soi, c'est pourquoi le terme, comme je l'ai dit à un moment donné, l'ami est en grec anos autos, un autre, ou hétéros autos, est un autre soi. Les deux mots sont essentiels, soi et autre. Il est à la fois... C'est comme une partie de moi-même, pour ainsi dire, hein, mais en même temps, il est quand même autre. Et ce qui est prodigieux dans l'amitié, c'est que je partage les perceptions, etc., toute la vie de la connaissance et le reste, la vie affective aussi, avec mon ami. Oui, vous avez raison, vous avez tout à fait raison de dire que tout cela se découvre. La découverte de l'autre, comme c'est dit dans le programme du colloque, la découverte de l'autre qui se fait dans l'enfance avec les parents, les frères et sœurs, etc., toute la dynamique de la famille pour commencer, ou de ce qui tient lieu de famille quand il n'y en a pas vraiment, et ceux qui sont l'environnement le plus proche, il y a une réciprocité là. Et à ce moment-là, je dépends, chacune et chacun de nous dépend profondément de cet environnement initial, plus que de toute autre chose, plus tard, dans la vie. Et ça, c'est très profond, là, c'est inscrit dans mon être même. L'affectivité est ce que nous avons de plus profond, d'antérieur à tout le reste. Mais ce n'est pas une forme de connaissance comme la connaissance sensorielle, la connaissance intellectuelle. Mais vous aimez votre mère, comme ça, il y a une sélection qui se fait là, naturelle. L'enfant aime telle personne et pas telle autre. Hein? Alice Miller, d'ailleurs, que j'ai cité à la fin, mais pour autre chose, dans son petit livre sur le drame de l'enfant doué, qui est un livre que tout le monde devrait lire, elle fait une très belle analyse. C'est un peu l'idée de Bateson, la double contrainte, le double bind. La mère dit à son enfant qu'elle l'aime et elle ne l'aime pas de facto, en fait. Et l'enfant le sent qu'elle ne l'aime pas. Et ça, c'est une théorie pour expliquer la schizophrénie, c'est qu'il ne peut pas se lever et dire non, tu ne m'aimes pas, parce qu'il n'a pas accès à la parole encore. Alors, il se dédouble. Schizein, en grec, veut dire schizophrénie, coupé en deux. Hein. Et il prend une voie latérale. Et puis, l'enfant doué, il va se mettre à performer, parce que quand il performe, c'est quelque chose de narcissique. L'image, il projette une image de lui-même. Et c'est ça qui l'attire, qui le rend attirant pour d'autres. Mais il ne s'aime pas lui-même. Il aime une image, quelque chose de narcissique. Donc il a un trouble psychique profond. Non, je dis ça parce que ça met en relief, quand on parle il faut savoir s'aimer soi-même, l'amour de soi bien compris, qui n'a rien à voir avec, qui est le contraire de l'égoïsme. Mais c'est ça. Vous avez tout à fait raison de dire, je crois que nous nous constituons dans la réciprocité, dans le rapport à l'autre,
Mais il faut être bien conscient du fait qu'il y a en même temps ce rapport à soi, qu'on s'affecte soi-même. Voilà. Ce sont des choses qui sont difficiles à dire, peut-être pas à dire, mais à se représenter, parce qu'on ne peut pas se représenter. On le comprend comme quelque chose de vécu. Saint Augustin a tout dit quand il a dit « Celui qui n'a pas aimé ne comprend rien à l'amour ». Il faut passer par le vécu. Il faut l'expérience de l'amour pour comprendre l'amour. Et c'est vrai aussi pour tout l'univers des émotions, des passions.